Candy. La filière agroalimentaire est peu développée en Guyane car peu de canaux de transformation. On reste extrêmement dépendant de l'extérieur à hauteur de 95%, mais ce n'est pas faute de volonté. Quelques passionnés engagés pour la transformation des produits locaux sont avec nous ce soir. Fabienne Otili, Aïra Koubo, passionnée de fabrication de couac et de cispa, est avec nous aujourd'hui. Philippe Saint-Pierre, membre fondateur de Belnati, et Brigitte Néron, membre fondatrice également de cette société coopérative d'intérêt collectif, et Drupa Ingénieux qui nous rejoint de la première partie d'émission, donc gérante de Théo Broma Cacao Guyane, dont nous parlions tantôt dans cette émission. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Et on commence avec vous, Drupa Ingénieux, vous qui êtes avec nous, qui nous avez rejoint de la première partie d'émission. Du coup, est-ce que vous voulez bien nous dire aujourd'hui quels sont les besoins de votre société aujourd'hui, celle de création de cacao justement? Quels sont les besoins aujourd'hui que vous rencontrez? Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, les besoins rencontrés, c'est essentiellement la matière première, c'est-à-dire des fèves de cacao du pays. Donc il faudrait plus de planteurs et plus d'offres sur ce cacao marchand en Guyane. Et en Guyane, en ce moment, vous avez une exploitation, on le disait tout à l'heure, une exploitation de quelques hectares où vous produisez vous-même du cacao. Est-ce que ça suffit à produire le chocolat que vous avez aujourd'hui ou pas? C'est compliqué. Alors voilà, c'est très compliqué, bien évidemment que non. Pour l'instant, donc j'ai juste le choix de cueillir donc en forêt donc les cacaos d'anciennes plantations. Oui. Et donc j'ai entamé il y a plus de 3 ans en fait une plantation de cacaoyers en agroforesterie aujourd'hui sur 2 hectares. Oui. Et donc j'attends le cacaoyer donnant ses fruits au bout de 5 ans, 5-6 années, voire 7-8 pour être en pleine production. Voilà, il faut attendre encore un petit peu. Donc c'est vraiment ce manque de matières premières. Le besoin est vraiment là. Voilà. Oui, oui. On en profite pour faire un petit tour d'écran également avec nos autres invités du jour, Philippe Saint-Pierre et Brigitte Néron, membres fondateurs tous les deux de Belnati, cette société coopérative d'intérêt collectif. Parlez-nous un peu de votre société. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette société? Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Voilà, merci. Au niveau de notre société, on est avant toute chose une société pour les produits locaux d'inspiration traditionnelle. D'accord. Et avec un volet agrotransformation qui est rentré dedans. À la base, nous sommes axés sur l'inspiration, l'agriculture traditionnelle, l'inspiration traditionnelle. On peut trouver sur votre site ce mot d'ordre quasiment, des produits sains locaux à des prix équitables pour vous et les producteurs. Donc vous êtes une sorte de, on va dire, de canal, de médias entre les producteurs locaux et les clients finalement. Comment est-ce que vous fonctionnez? C'est un peu ça, ouais, c'est exactement ça. C'est une SIC, donc le but c'est qu'on a essayé de fédérer un maximum d'acteurs, donc les petits exploitants, les groupements, des personnes comme Madame Drupa aussi. Qui aujourd'hui fait partie de Belnati. Oui. Donc voilà, le but c'est vraiment de fédérer les différents acteurs et qui permettent en fin de compte à ce que les produits terroirs soient écoulés et soient distribués sur le territoire. Donc vous êtes basé en ce moment dans l'ouest guyanais, mais est-ce que c'est ouvert également aux producteurs dans l'agroalimentaire du reste de la Guyane, Madame Brigitte Néron? En réalité, donc nous, si vous voulez, on est sur Cayenne. Mais on a eu beaucoup d'affinités, beaucoup de personnes qui avaient une demande sur l'ouest guyanais. Oui. Mais on n'est pas limité parce qu'on a déjà sur Montsenieri des projets, on aura éventuellement sur Saül. Moi j'ai un petit truc, j'aimerais bien qu'on arrive à faire la Christophine en Guyane. Avant Saül, quand vous alliez à Saül, il y avait des Christophines partout. Oui. Pourquoi importer de la Christophine des Antilles alors qu'on peut en produire localement? Donc, c'est ça notre objectif, c'est d'arriver à avoir une certaine autonomie alimentaire et manger sain avec nos produits guyanais. Et peut-être du litchi aussi, votre fruit préféré, pourquoi pas? Pardon? Et peut-être du litchi aussi. Oh, je sais pas, peut-être à Saül.
peut-être, parce que le litchi a besoin d'une différence de température. Oui. Et de pas mal d'eau aussi. Donc ça juste devrait être possible. Oui. Il y en a un dans mon jardin, mais ça n'a jamais porté. Ah, bon, on croise les doigts, on verra bien avec... peut-être on aura une meilleure saison qui va le permettre. Monsieur Saint-Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose? Ben, je disais, comme disait Madame Néron, c'est que nous, notre objectif, c'est vraiment avant toute chose de pouvoir développer sur tous les territoires. On a commencé sur l'Ouest parce que, en plein confinement, ils ont été les premiers, on a à pouvoir désenclaver leurs produits. Mais le but, c'est vraiment de rayonner sur tout le territoire, et que ce soit sur le plan de l'agriculture ou sur le plan de la transformation, et puis après, en fin de compte, aux non-visibles, de pouvoir avoir une structure qui leur permette de distribuer et d'être visible sur le territoire. Alors la transformation agroalimentaire reste encore à un seuil, à une étape assez balbutiante ici en Guyane, surtout pour les fruits et légumes. C'est souvent des TPE et des très petites entreprises, je le disais, donc, et aussi des entreprises informelles. Vous, Madame Fabienne Otili, vous êtes une passionnée de couac, de fabrication du couac et de cispa aussi, mais à échelle familiale. Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous faites, comment est-ce que ça vous est venu finalement. Bonsoir. Bonsoir. Bien, écoutez, on a été élevés dans la fabrication, la transformation du manioc. Mes deux grands-parents, mes deux grands-mères, entre autres, étaient des agricultrices. Et puis bon, il faut continuer à en consommer. Donc, ma mère, c'est elle maintenant qui a pris le relais. Oui. Et donc, voilà, j'apprends auprès d'elle, j'essaye d'acquérir son savoir-faire. Oui. Et puis, pour espérer faire perdurer la tradition, la pratique. Et pour que ça ne se perde pas. Alors, pour faire du couac, on voit déjà quelques images. Ça prend du temps. Combien de temps ça prend quand on souhaite partir du manioc pour obtenir le couac jaune doré qu'on a souvent sur les étals? Combien de temps ça prend? On va s'instruire. Alors déjà pour la bâtie, je ne saurais pas trop vous en parler parce que bon, je ne vais pas à la bâtie, je ne produis pas le manioc lui-même. Donc une fois qu'il est arrivé au hangar à manioc, il faut au moins une bonne journée pour l'éplucher, d'accord, pour peler le manioc. Après, toute une journée donc pour l'éplucher, pour le broyer. Et donc ça va prendre une journée. Le lendemain, on va presser le manioc. Et après, le surlendemain, on va partir dans la fabrication du couac qui peut prendre 1 ou 2 jours. D'accord. OK. Et le cispa, alors, ça prend plus de temps? Le cispa, non. Le cispa, sur une journée, on peut faire une production de cispa. Donc, oui, ça va prendre toute une journée, au moins 8 heures pour faire du cispa, une quantité de cispa, oui. Long. Alors, pour moi qui ne connais pas la recette, est-ce qu'on part du couac pour faire du cispa ou on part du manioc pour faire du cispa? On part du manioc pour faire du cispa. Et en fait, le cispa, c'est de l'amidon de manioc, qu'on appelle de l'empois, avec de la noix de coco et des épices. Okay. Voilà, on part du manioc, c'est toujours un dérivé du manioc, mais ce sera de l'amidon de manioc, ce qu'on appelle l'empois. Oui, c'est l'empois de manioc, l'amidon. Ou de la fécule de manioc. Et c'est une recette que je pense qu'on retrouve un peu partout avec les communautés afrodescendantes dans le monde entier, parce que ça existe également en Afrique de l'Ouest. J'en sais quelque chose. Merci d'être avec nous ce soir, nous parler de cette passion. Et on poursuit donc avec vous, Madame Drupa-Angenieux. En préparant cette émission, vous me parliez de la nécessité aujourd'hui de pouvoir être soutenue par les collectivités publiques. Qu'en est-il de vos démarches en ce moment? En tant que très petite entreprise, comment est-ce que vous vous débrouillez aujourd'hui? Alors, en ce moment, c'est un peu au jour le jour. La crise du Covid étant présente aussi. Donc là, c'est encore plus difficile à porter cette transformation de cacao en Guyane. En tout cas, je reste optimiste puisque en novembre dernier, nous avons pu, les planteurs, les transformateurs, les agrotransformateurs en cacao ont pu se réunir avec la Chambre d'agriculture et un bureau d'études, donc pour effectivement voir la faisabilité justement de la création de cette filière cacao. Et j'espère beaucoup de cette première rencontre. J'en attends beaucoup, donc voilà, on attend la suite pour voir un petit peu justement comment les choses vont se mettre en place par la suite. Donc c'est déjà des débuts très prometteurs et j'espère vraiment qu'on va continuer dans ce sens-là et à se structurer, à former peut-être un comité de planteurs ou d'agrotransformateurs,
pour valoriser ce patrimoine local du cacao que tout le monde connaît en Guyane, mais qui malheureusement se perd de plus en plus. Voilà. Oui. Vous êtes nombreux dans la fabrication du cacao, du chocolat ici en Guyane, la transformation du chocolat, du cacao. Alors, nous étions 4, là nous sommes 3. Donc il y a M. Olivier Dumette, dans l'Est, à Regina. D'ailleurs, c'était le premier que j'ai rencontré quand justement j'ai commencé à transformer et qui a justement m'a aidé justement à faire démarrer cette entreprise. Et puis il y a aussi à Saül Monsieur Rostin, Didier Rostin, lui aussi lui il est peut-être un petit peu plus avancé au niveau de sa production de cacao et qui produit du cacao Guyana, qui est vraiment en limite de la Guyane. Et voilà. Et je crois que M. Delecroix, je ne suis plus sûre, je crois qu'il n'est plus en activité. Par contre, je garde une réserve dessus, je ne suis pas sûre. Voilà. En termes de production agricole, agroalimentaire, on va dire, de transformation agroalimentaire, on dépend énormément de l'extérieur. Hein, je le disais, à 95% de l'extérieur. Mais encore faut-il que les 5% que nous produisons localement puissent être consommés en grande majorité par les locaux et qu'on puisse donner de la force à nos transformateurs. On vous a posé la question à Saint-Laurent-du-Maroni où nous sommes partis dans le cadre de cette émission pour réaliser quelques interviews, quelques prises de vue également, notamment sur le cacao avec Madame Drupa-Angenieux pour vérifier un peu sur le terrain comment ça se passe. Et on en a profité pour vous poser la question, est-ce que vous êtes des fervents consommateurs des produits locaux? On vous a posé la question. Voici vos réponses. On y va. Je vais prendre des jus industriels en fait. Vous prenez des jus industriels? Oui, parfois, oui. Ah oui, plutôt que les jus Pas plutôt, quand j'ai pas le temps d'aller au marché ou parfois on a envie de faire un petit peu attention aussi au porte-monnaie. C'est vrai que ça revient un peu plus cher. Donc on choisit un peu la facilité parce que c'est disponible plus rapidement. Ce qui n'est pas top, hein, mais ouais. Vous consommez les produits locaux régulièrement? Oui, de préférence, oui. C'est vrai? Oui. Et est-ce que vous consommez des produits locaux prêts à la consommation, déjà tout transformés? Soit en conserve, des jus, des sirops, des glaces? Oui, ça peut m'arriver des fois. C'est vrai? Oui. Et vous trouvez la qualité comment? Ça dépend combien de temps on a conservé le produit, mais sinon les produits locaux ce sont les meilleurs, précisément. Et vous trouvez qu'ils se trouvent assez facilement ou pas? De nos jours, non, je dirais que non. Oui, moi, je trouve les produits locaux très bons. Et la qualité, c'est très haute qualité. Pour moi, je préfère les produits locaux. Moi, au niveau du cacao, j'aime beaucoup. Le couac, ça dépend, c'est très variable. Et ouais, ça dépend. Ça dépend de l'origine, où on achète le produit, en fait, tout simplement. Donc c'était un micro-trottoir réalisé par Olivier, Cléry et Thierry, également notre JRI fétiche ici dans Makandi. Et on en profite pour revenir avec vous. Donc monsieur et madame Néron et Saint-Pierre, Brigitte et Philippe, comment est-ce que ça se passe au sein de Belnati? Est-ce que vous avez également ce message vis-à-vis de vos agriculteurs, des gens en règle générale, pour qu'ils puissent consommer bien local finalement ce que vous avez? De quelle manière est-ce que vous communiquez très concrètement? Comment on communique? Nous, en fin de compte, on a un service de communication qui, déjà, via tous les réseaux sociaux, qui fait un travail sur ce sens-là. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on est vraiment sur l'humain. Donc, on va dans l'Ouest. Au départ du projet, on a été dans l'Ouest. On a été voir les exploitants. On y va chaque semaine. Voilà, on y va en général tous les 15 jours. Non, aujourd'hui, Madame Deron dit aujourd'hui, chaque semaine. semaine, On y va. Ah oui. on est sur. Voilà, on s'approvisionne sur l'Ouest au moins une fois par semaine, de façon à alimenter la boutique. Et ensuite, les produits qu'on prend de l'Ouest chez nos partenaires, nos collaborateurs, ils sont transformés chez nous parce qu'on a un local, on a un laboratoire expérimental qui nous permet en fin de compte de transformer différents produits qui viennent de l'Ouest
Oui. Alors, comme transformation, on fait surtout de la transformation des féculents, c'est-à-dire des fruits à pain, pour faire des farines, de bananes vertes, de patates douces. Et l'objectif, c'est d'utiliser ces farines pour la fabrication de pâtisseries. De pain d'épices, par exemple, avec le miel de Guyane aussi, finalement. Exactement, c'est une très bonne idée. On a aussi, pardon, le miel de Guyane. Non, le pain d'épices avec le miel. Oui, mais bon. Pain d'épices, oui, pour chercher parce que j'ai pu voir ça sur votre site internet. Je ne sais pas si j'ai bien vu, mais effectivement, vous avez de l'oseille pays. Alors ça, c'est pour les poudres, du piment, du gingembre, du curcuma. En termes de pâtisserie également, vous avez pas mal de choses. Et on retrouve également d'autres produits sur votre site internet bien renseignés. Et avec une livraison chez soi également. Ça peut encourager les gens à consommer local, ce type de choses. Voilà, exactement, puisqu'on a commencé à fonctionner que via Internet dans un premier temps, et la boutique n'existe que depuis le mois à la mi-janvier. Donc, parce que on est une vitrine après, notre but c'est de promouvoir l'agriculture traditionnelle avec un respect de la terre et un respect de l'humain. Voilà, ça c'est notre objectif. Et pouvoir que les gens mangent des produits cultivés de façon optimale en Guyane. Et avec une empreinte carbone réduite, vu que c'est à proximité de chez nous. On peut voir déjà dans le four, on sent déjà l'odeur des pains d'épices ici, faits à base de miel de Guyane, qui sont donc réalisés par vos soins, bien sûr, Belnati, ou pas? Ce sont vos transformateurs que l'on voit là? Nos transformateurs, en tout cas, on travaille avec un agro-transformateur qui, lui, prépare les différents mets. On travaille avec Madame aussi, qui, elle, ces produits se retrouvent chez nous. Oui. Du chocolat. On fait des gâteaux avec des chocolats de Madame, des gâteaux au chocolat, voilà. Ok, très bien, très bien. On fait un petit tour. On revient avec vous, Madame Angenieux. Alors, de quelle manière est-ce que vous collaboriez? Parce que du coup, vos chocolats interviennent dans la fabrication des produits de Belnati. Mais est-ce que c'est des échanges de bons procédés? Vous ramenez vos cacaos et puis comment ça se passe? Alors, ce sont les produits donc, que je fabrique qui sont utilisés donc, par Belnati pour faire ces produits, ces gâteaux, etc. Donc, mes produits sont aussi vendus. Donc, c'est une vitrine aussi qui est intéressante justement pour les personnes qui sont à Cayenne et qui veulent du chocolat local. Voilà, je viens d'avoir justement quelques photos des chocolats exposés aujourd'hui. Donc, j'ai vu effectivement, c'est très joliment exposé dans des meubles en bois de Guyane, je suppose. Donc, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, donc je n'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement. Empreinte carbone zéro. Et puis voilà, peut-être aussi, on verra pour animer aussi des stands de chocolat à l'intérieur de la boutique. Voilà, pour... Donc l'intérêt aussi de fabriquer local, de transformer localement, Madame Ottilie, c'est de pouvoir garder cette proximité avec les gens. Vous, au sein de votre famille, c'est la famille qui bénéficie de ce couac, mais où est-ce que vous vous voyez dans quelques temps? Est-ce que vous comptez quand même nous faire bénéficier de ce couac traditionnel, fait par maman, qui doit être un couac original du coup? Enfin, je ne pense pas, non. Je ne pense pas que j'irai jusque-là. Ça va rester dans un cadre familial, amical et de connaissances. Maintenant, oui, il faudrait peut-être structurer la filière, il faudrait peut-être professionnaliser la filière, mais bon, il faudrait que quelqu'un se désigne, mais je ne pense pas que ce sera moi. Donc, pourquoi pas, Colibri? Chacun met sa pierre à l'édifice. Ça commence par un petit grain de couac et puis après, on voit beaucoup de sacs de couac. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous dans cette émission, nous parler de vos transformations de produits locaux ici en Guyane avec vous. Fabienne Ottilie d'Irakubo, Philippe Saint-Pierre et Brigitte Néron de Belnati et de Repas Ingénieux, donc de Théo Broma Cacao Guyane. Merci d'avoir été avec nous.